Salut à tous. Si vous êtes des habitués de la maison, vous savez que nous sommes l'un des rares médias ici à BTLV à soutenir les lanceurs d'alerte, parmi lesquels Philippe Pasco ou encore Stéphanie Gibaud d'UBS. UBS, voilà donc une banque spécialisée, une banque suisse spécialisée pour faire gagner beaucoup d'argent des clients qui veulent faire disparaître le leur aux yeux du fisc. Dans ses rangs, UBS a eu un banquier redoutable en la personne de Bradley Birkenfeld que je reçois aujourd'hui. Bonjour Bradley. Bonjour. Je suis ravi de vous accueillir pour cet ouvrage « Comment j'ai brisé le secret bancaire suisse, le banquier de Lucifer ». J'ai lu ce bouquin pendant tout le week-end, j'ai été absolument scotché de voir tout ce que le fonctionnement interne d'une banque. Je dis, c'est absolument incroyable parce que c'est un trailer. Your book is a trailer. It's a movie. J'ai été scotché parce que je croyais pas qu'on pouvait brasser autant d'argent à des sphères aussi importantes. La première question que je vais vous poser, Bradley, elle est assez simple, c'est-à-dire qu'on va d'abord faire le postulat de départ. Vous êtes d'une famille bostonienne, bien carrée, comme il faut, un peu à la Kennedy, et avec un père qui est chirurgien. Donc très vite, vous avez compris qu'il y avait, quand vous avez commencé à travailler dans la banque, qu'il y avait beaucoup d'argent à faire. J'étais le plus jeune de 3 garçons. On a grandi à Boston, dans le Massachusetts. J'ai été dans des écoles privées. J'ai fait beaucoup de sport à Boston, du hockey sur glace et puis du football américain d'ailleurs. Vous avez été élevé dans les clous et puis très vite, donc je le disais, vous avez compris que la banque était quelque chose qui allait vous amuser et quelque chose qui allait pouvoir vous faire gagner beaucoup d'argent, mais très vite, vous êtes un peu sorti du lot quand même. Vous étiez un banquier hors norme. Oui, quand j'ai commencé la banque à Boston, je travaillais à un tout petit niveau et j'ai appris en travaillant année après année. Ce que j'ai appris de gens plus vieux, de meilleures éducations, c'était de travailler beaucoup, très dur. Et ça a payé au fur et à mesure des amis. Et j'ai quitté les États-Unis pour aller faire mon master en Suisse. Ce que j'ai trouvé absolument incroyable, c'est que vous représentez, vous êtes la quintessence même de l'Amérique. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas... c'est Pretty Woman, c'est-à-dire qu'on est dans des sphères, c'est Wall Street, c'est le film avec... C'est Gordon Gekko, quoi. Oui, c'est vrai. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai travaillé avec les plus grandes banques du monde. Et en tant que jeune homme aux États-Unis, j'avais très faim. J'avais très faim de connaissances et d'apprentissage. Et de développement. Et de prospérité. Et je crois que le rêve américain était vivant à cette époque-là. Si on était un jeune homme d'une bonne famille avec une bonne éducation, qu'on travaillait dur, on réussissait. Et c'est ce qui m'est arrivé. Everything is possible in America. Ask Mr. Trump. Demandez à Monsieur Trump. Oui. Est-ce que vous diriez que il y a cette carrière absolument incroyable et puis il y a une prise de conscience à un moment donné de votre part, parce que je rappelle quand même pour ceux qui prennent l'émission que vous avez fait 2 ans et demi de prison, vous avez dénoncé un système bancaire qui vous a nourri pendant quand même des années, et tout d'un coup, il y a eu l'envie de dénoncer un système qui, pour vous, était surréaliste. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur ? Ce qu'il faut que votre public comprenne, c'est que je travaillais dans 3 banques à Genève, dont UBS. Et ce que j'ai appris pendant ce temps, c'est ce qu'on faisait en Suisse était légal. Le problème, c'est quand on a quitté le pays, quand on venait en France ou en Amérique ou où que ce soit, on ne savait pas vraiment quels étaient les tenants, les aboutissants légaux. Donc, moi, ce programme, il était là depuis des décennies, hein, le programme, quand je suis arrivé. Donc, c'est pas mon programme, c'était celui des banques. Et puis, à un moment donné, j'ai trouvé un document de 3 pages que j'ai trouvé dans Internet. Et ça contredisait tout ce qu'on faisait dans les faits. C'est là que tout a commencé. À propos de ce document, effectivement, vous avez votre patron, vous allez le voir à un moment donné, dans son bureau, très énervé, vous le collez au mur, en disant c'est absolument incroyable. Vous nous lâchez, c'est-à-dire que vous nous faites faire des choses, mais tout en disant, si jamais ils se font prendre, la banque se couvre. C'est une mafia.
C'était ça le problème, c'est que la banque était plus intéressée dans la protection de leurs intérêts que de leurs collègues et leurs clients et que les actionnaires. C'est un scandale de proportions plutoniques. Donc je dois reporter tout ça en tant que directeur de la banque et je l'ai reporté au département des plaintes et il s'est rien passé. Et non, surtout, vous, effectivement, vous retournez, vous allez voir le fisc américain, vous pensez que vous allez être accueilli à bras ouverts, parce que vous dire, il y a quand même un problème, je dénonce, et finalement, ça s'est pas du tout passé comme ça. Oui, c'est vrai, et mon histoire c'est un exemple d'à quel point le système judiciaire américain est corrompu. Le problème, c'est que il ne voulait pas découvrir cette affaire. Il a fallu un lanceur d'alerte courageux pour exposer la plus grande affaire de fraude de tous les temps. Et donc, même les gens avaient des comptes à UBS, même la CIA. Donc pourquoi est-ce qu'ils voudraient être exposés par un seul homme et faire quelque chose à partir de ce que j'ai dit? Et ils aimaient pas ça et ils ont fait en sorte qu'on ne m'entende pas. Mais ce qui est absolument incroyable, c'est que en fait, l'embrouille, elle part des États-Unis, parce que vous le disiez, en Suisse, tout ce que vous faites est légal. Sauf que les Américains commencent à se dire, il y a quelques problèmes. Vous dites à un de vos collaborateurs, d'ailleurs, quitte l'Amérique, va ailleurs, il faut que tu t'en ailles. Mais ce qui est absolument incroyable, c'est que d'un côté, le fisc américain dit, il y a un problème, mais la CIA et le FBI est corrompu. Ça veut dire que ça se parle pas entre eux? Ils parlent entre eux, mais le problème, c'est à qui on revient le crédit. C'est des bureaucrates dans un système corrompu. Donc le problème, c'est que certaines personnes veulent avoir le crédit pour faire leur travail sans offenser les gens qui pourraient leur donner un travail après leur boulot au gouvernement. Donc c'est un grand mélange et un système très complexe de qui récupère le crédit des actions qui sont faites. Quelle a été votre plus grosse erreur? Est-ce que ça a été à un moment donné d'être... est-ce que vous aviez une certaine arrogance parce que vous êtes sur le toit du monde? Quelle est votre plus grosse erreur dans ce dossier? Est-ce que, déjà, si c'était à refaire, vous le referiez? Je pense que je le recommencerai, mais j'irai au département de la justice directement. C'est là qu'est le problème. J'ai pris beaucoup d'informations des banques, qui étaient à moi, hein, j'ai rien volé, mais je l'ai amené en France pour le cacher. Et puis j'ai été au directeur à UBS, voir les directeurs, j'ai quitté mon boulot et puis je suis rentré aux États-Unis pour témoigner, mais ils ont tout couvert. Donc j'irai pas au département de la justice. Ces gens sont très corrompus et ils sont vindicatifs. Hein. Le fisc, tout ça, le Sénat américain, il m'accueillait à bras ouverts. Donc comment est-ce que c'est possible qu'un gouvernement vous mette en prison et que le même gouvernement vous donne la plus grande compensation de tous les temps? Je comprends pas comment c'est possible. Et tout le monde m'a posé la question. Welcome to America. Bravo. C'est ça. On apprend. Le système bancaire, on le connaît pas. C'est-à-dire qu'il faut être banquier pour voir les rouages de ce système. On apprend que UBS, en fait, mais qui visiblement est juste un exemple parmi la banque en Suisse, et qu'il y a d'autres banques qui doivent faire la même chose, gagne sur tous les fronts. C'est-à-dire que vous faites des montages absolument incroyables pour que l'argent soit blanchi. Vous faites un prêt à celui qui a prêté, qui vous a déposé l'argent pour blanchir. Donc en fait, il paye des intérêts sur lesquels déjà vous avez pris de l'argent. C'est absolument incroyable. En fait, c'est un système mafieux, mais qui est complètement légal en Suisse, et ça continue encore aujourd'hui. Le problème avec ces banques, c'est qu'ils prennent de l'argent de partout, des 5 continents, et ils investissent cet argent pendant des décennies. Que ce soit un docteur, quelqu'un de l'immobilier, un dictateur, peu importe. Le problème, c'est que il n'y a pas de transparence. Donc on ne sait pas ce que cet argent va faire aller à la bourse, dans l'extorsion, de la drogue, les armes. C'est ça le problème. Une fois qu'on a l'argent en Suisse, on ne sait pas ce qui va être fait avec cet argent. Et on a vu plusieurs fois que la CIA blanchissait de l'argent de la drogue au travers de la Suisse. De très nombreuses fois on voit ces scandales et qu'est-ce qui se passe? Ils payent une amende et ils s'en vont tranquillement. Donc c'est un vrai problème.
dans le fait que personne ne peut être tenu responsable et qu'il n'y a pas de transparence. Est-ce que vous pensez que ce système va tenir encore longtemps? Parce qu'il est finalement le reflet de la société capitaliste mondiale. Est-ce que vous pensez qu'il va durer encore longtemps? Je crois que ce qu'on a observé, c'est que le modèle d'affaires de la Banque suisse est détruit. C'est le résultat de mes alertes à moi. Mais la deuxième chose, c'est que on a des gouvernements comme la France qui, autour d'un procès, vont les tenir responsables aux yeux des contribuables français. C'est incroyable. Et la troisième, c'est les programmes d'amnistie qu'il y a autour du monde. Revenez chez nous, déclarez toutes vos possessions, déclarez-les une bonne fois pour toutes, revenez une bonne fois pour toutes. Tout ira bien. Le quatrième, c'est cet échange d'informations automatiques qui vient juste d'être mis en place la semaine dernière et maintenant. Les pays demandent les informations aux banques suisses et sont obligés de les donner. Donc, tout le système des banques suisses est fini. Et le secret, fameux secret des banques suisses est mort. Parce que ils n'ont aucun scrupule. Hein. La Banque suisse n'a aucun scrupule. Quelle que soit l'odeur de l'argent, on détourne la tête pour pas sentir, quoi. C'est ce que j'ai dit à propos des procès français. Je trouve que c'est de l'espionnage économique. En Suisse, ils viennent et détruisent le système français. Le fait que ça se conduire depuis des décennies, c'est une pantalonnade. Le gouvernement français devrait boycotter la Suisse, pas juste UBS, toutes les banques suisses. Et dire qu'on ne va pas travailler avec nous et vous ne travaillerez pas dans notre pays. Et au bout de 2 semaines, ce sera terminé. Et pourquoi ils ne le font pas d'après vous? Il faut demander à M. Macron et voir ce qu'il va faire. Mais monter une interview, moi je serais ravi de venir lui parler. Faisons ça, je dirais, faisons ça de manière logique et professionnelle. Il n'y a pas besoin d'être agressif, mais il faut le faire. Ça fait trop longtemps que ça dure. Et tous les sénateurs dans le Parlement de France doivent avoir une conscience. Ils doivent dire qu'on veut du changement. Pourquoi? Parce qu'on représente le peuple de France. Et le peuple de France en a marre. Ils veulent des réponses, ils veulent la justice et ils la veulent maintenant. Est-ce que finalement, dans toute cette affaire, on s'aperçoit que les vrais gouverneurs, les vrais gouvernants du monde, c'est les banquiers? Oui, les banquiers ont toujours détruit. Ils financent les banques, ils blanchissent l'argent de la drogue et de l'armement et tous ces comportements horribles. Donc, les banquiers, en général, ont toujours été les mauvaises personnes de l'histoire. Mais ce qu'on a besoin maintenant, c'est de gouvernance pour arrêter ces affaires illicites et pour toujours. Aujourd'hui, vous vivez en Europe. Vous pouvez retourner aux États-Unis, il n'y a aucun problème. Vous êtes à Malte. Vous défendez les lanceurs d'alerte, c'est-à-dire que vous vous occupez. Il y a le procès aujourd'hui de BS France qui s'ouvre. Nous, on a une femme qu'on a reçue souvent ici, qui s'appelle Stéphanie Gibault. Vous, le gouvernement américain vous a redonné de l'argent. Elle est à la rue. On s'aperçoit que les lanceurs d'alerte ne sont pas très protégés quand même dans le monde. C'est une très bonne question et c'est pour ça que je suis en France aujourd'hui. Je ne suis pas français, je ne parle pas français, mais j'ai un vrai amour de ce pays et de son peuple. Je suis ici pour aider Madame Gibault et les autres lanceurs d'alerte parce qu'elle a été détruite. On a envoyé une lettre à Monsieur Juncker, une lettre de 60 pages qui est sur mon site internet, et on demande à ce que les directives de l'Europe changent quand elles sont pas efficaces, elles ont beaucoup de défauts et ça n'aide pas les lanceurs d'alerte. On doit les aider et on doit aller à l'encontre des perpétrateurs de toutes ces choses horribles. Non, on a une loi maintenant aux États-Unis, c'est la plus efficace. Venons en Europe et aidons-vous à changer les lois pour les lanceurs d'alerte. Vous pourrez jamais retravailler dans une banque? Ouais, eh bien, je n'aurai jamais plus à travailler de toute façon grâce à mes amis de UBS. Mais je fais tout ce que je peux pour aider les lanceurs d'alerte. C'est vraiment une mission et pour laquelle j'ai une passion. Ça arrive partout dans le monde. Je prends mon livre et il a été traduit dans plein d'endroits. Je viens gratuitement et j'essaie d'aider les gens à comprendre pourquoi cette génération, c'est nous. Si on fait rien maintenant, qu'est-ce qu'on aura dans 10, 20 ans? Le chaos.
Il faut qu'on nettoie cette société, pas seulement en France, partout dans le monde. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas ça? Pourquoi est-ce que les gens ne viennent pas derrière cet effort? Parce qu'il faut que les gens viennent, parce que si on se débarrasse des mauvaises personnes, on aura une meilleure société au final. Dans votre livre, il y a quelques mots pour le peuple. Le petit peuple, entre guillemets. Vous vous dites, c'est absolument incroyable. Moi, ces gens-là qui brassent des milliards ne s'occupent en aucun cas du petit peuple, et le petit peuple doit payer. C'est souvent lui qui trinque. Est-ce que ce système peut mener à une guerre? Parce que la banque, c'est de l'argent, et quand il n'y a plus d'argent et que ça s'écroule, on l'a vu en 29, on l'a vu avec la Seconde Guerre mondiale, dès qu'il y a une économie qui s'écroule, les pays sont tendus. Est-ce que on peut imaginer que ce mouvement bancaire peut mener à une guerre? La guerre civile, c'est quelque chose d'important, je ne sais pas, mais en tout cas, le système bancaire doit être réformé et régulé. On le voit partout. Il y a trop d'argent, les gens payent trop, et il y a trop de gens qui ont des intérêts là-dedans, que ce soit les politiciens, les banquiers ou les affaires, les industriels qui bénéficient de toutes ces escroqueries. Il y a beaucoup de gens qui sont moins influents et ils paient le prix des gens influents. Donc ça, c'est une inégalité qui doit changer. La deuxième chose, c'est pourquoi est-ce que les gouvernements ne protègent pas leur peuple? Parce que ils sont en affaire avec ces escrocs-là, ces banquiers. Donc, si les banques sont trop grosses, il faut les casser. C'est ce qu'on a vu il y a 10 ans aux États-Unis. Les gens sont trop grandes, pour perdre. Donc, c'est une véritable raison d'amener du changement véritablement dans le système d'aujourd'hui. On se souvient, Nicolas Sarkozy, ici en France, à une période, quand il était en mandat de président, avait dit qu'il faut taxer les transactions bancaires, boursières. Tout le monde avait applaudi des deux mains, mais personne ne l'avait mis en place. C'était de la poudre aux yeux, parce qu'on voit qu'ils font tous des effets d'annonce, et puis finalement ils se rangent derrière les banquiers. Ce sont des effets d'annonce, tout ça ? Je ne connais pas vraiment la situation française. À ce point-là, je sais qu'il était le président. Mais son frère travaillait à UBS à New York, donc son frère est banquier. Et Tony Blair, quand il est parti en Angleterre, il est allé travailler à JP Morgan. Donc à chaque fois, il y a un cycle de politiciens et de banquiers partout dans le monde. C'est exactement les mêmes intérêts. C'est comme un cartel, si vous voulez. Est-ce que vous avez foi encore en nos institutions, qu'elles soient américaines ou françaises? Parce que là, quand je vous écoute, je me dis, on n'a plus rien à faire. Dans le système politicien ou banquier? Politicien. Malheureusement, le système politique, il y a peu de choix. C'est soit A ou B. Et c'est très compliqué. Le système banquier, c'est différent. Je crois que c'est quelque chose qui peut être bien mieux compris et diminué, que ce soit il y a la banque privée, la banque industrielle et la banque publique. Donc ça peut être régulé de bien meilleure manière. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais appris leurs leçons. Ils ont été corrompus. Ils ont des amendes et puis ils recommencent. Qui paye ces amendes? C'est les actionnaires et les petites gens, des gens qui n'ont rien fait, qui n'ont pas fait ce crime. Donc pourquoi est-ce qu'ils arrêteraient alors qu'ils sont jamais punis? Ils payent des millions et des millions en avocats et frais de justice. Et les gens ne devraient pas avoir à payer ça. Vous parlez d'ailleurs d'un Olinenkov, voilà, qui finalement s'en est sorti en payant une amende. Oui, c'était un de mes clients. Et il ment en permanent.
Et même quand il m'a attaqué avec UBS, le juge a dit « Mais vous faites que mentir, c'est pas possible ». Il a payé 52 millions de dollars et il n'est jamais allé en prison, alors qu'il avait caché de l'argent pendant des décennies, même avant qu'on le connaisse. S'il était un tellement mauvais acteur, pourquoi pas lui alors? Il a payé sa sortie de prison. Et voilà, il a payé l'avocat du bureau qui ne l'a pas finalement arrêté. Est-ce que on vous a accusé, vos amis banquiers, parce que vous aviez des amis, est-ce qu'ils vous ont pas accusé de cracher dans la soupe? C'est pas une question de cracher dans la soupe, c'est une question de est-ce qu'ils devraient me remercier ou pas. Il y a que moi qui ai réussi à les parler et à les protéger. Parce que ce que je disais, c'est la banque essaie de cacher ce document et de nous mentir. Et moi, je me mets en danger pour les exposer. Ça nous rendait en danger. Moi, j'ai pas été payé pour prendre ce risque. Donc, ils devraient vraiment me remercier. Et attendez, voilà un gars qui a eu du courage et qui nous aide tous. Vous étiez en train d'aller contre la loi. Donc, il faut arrêter tout ça. Il faut comprendre que mon histoire est tellement importante d'avoir fait les bonnes choses. Et je crois qu'on peut tous apprendre de ça. Est-ce que finalement l'histoire n'est pas un éternel recommencement? On se souvient dans les années 80, je parlais de Wall Street, le film d'Oliver Stone avec Michael Douglas, qui mettait en lumière déjà ce système bancaire américain et boursier qui est totalement dingue. Il y a eu plein d'histoires, il y a eu l'économie américaine avec la crise de subprime, ce qui s'est écroulé, etc. On dit on va apprendre de nos erreurs, mais sauf la banque finalement. Le problème aux États-Unis, c'est le facteur argent dans la société. C'est ce qui est le plus important. Les gens pensent toujours à l'argent. Une grande maison, une grosse voiture, un avion privé. Donc l'argent est tellement important dans cette société que il y a des gens un peu plus civilisés dans leur approche. Donc, les hauts et les bas de Wall Street, on les voit depuis des années. Le problème, ce qu'on va voir, c'est que le pays se nourrit d'une mentalité stéroïdique. Tout va trop vite, trop d'argent. Et les gens perdent de vue ce qui compte vraiment dans la rue. Il y a un problème dans la finance, mais dans l'industrie bancaire, on n'a jamais appris la leçon. Si on n'essaie pas de réguler le système, si on n'arrive pas à réduire tout ça, on va pas pouvoir s'en sortir. Comment faire? Il faut réformer ce système? Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que vous avez pensé à comment réformer ce système? La meilleure manière, ce serait de prendre un groupe de lanceurs d'alerte, faire une équipe, jeunes, vieux, hommes, femmes, dans le système financier, les mettre ensemble et en faire les shérifs du système financier finalement. Mais avoir des recommandations, le gouvernement doit les imprimer et qu'on sache véritablement ce qui se passe pour que les gens puissent attaquer le système ou pas. Et se demander pourquoi est-ce que ce serait bon pour la société, pourquoi ce serait bon pour le système bancaire et pourquoi est-ce que ce serait quelque chose dont on a besoin dans le monde entier. Et c'est comme ça qu'on commencerait. Ce serait pas une perfection, mais ce serait un début au moins. Alors vous parlez de shérif, la bourse, le système bancaire a mis en place des shérifs aux quatre coins du monde. Dans chaque pays, il y a une institution qui est là pour surveiller ce qui se passe. Alors, elle fait quoi? Elle aussi, elle est corrompue? Parce qu'elle est au courant de tout cela. C'est l'exemple parfait. FINMA en Suisse sont censés s'occuper des banques. Mais Mark Branson, qui est à la tête de ça, c'est un ancien banquier d'UBS, donc il y a un conflit d'intérêts directement. Ça ne devrait pas se passer. Le deuxième problème, c'est que même aux États-Unis, Monsieur Comey, qui était à la tête du FBI il y a des années, maintenant il est à la tête de HSBC. Donc les politiques et les banquiers ne devraient jamais se mélanger. Ce qu'il faut faire, c'est changer ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de mettre des réformes en place qui doivent être adressées en public. Et de cette manière, on va forcer les gens à prendre des décisions difficiles, arrêter de prendre de l'argent de la banque et arrêter d'avoir des carrières politiques après avoir été dans le système banquier. Est-ce que vous êtes toujours pour le système capitaliste?
Oui, je crois au capitalisme. Et je crois que d'une certaine manière, il faudrait le contrôler un petit peu. Les gens n'arrêtent pas, il y a de la jalousie, de l'envie. Et ça, c'est ça qui détruit le système. Et je pense pas que ça veut pas dire que le système ne peut pas fonctionner. Il faut pas aller au socialisme, je pense que c'est trop extrême. Mais le capitalisme, si on amène en justice les gens qui cassent la loi, qui vont contre la loi, et qu'on garde les conflits d'intérêts en dehors du système, donc ça devrait bénéficier à tout le monde, le capitalisme. C'est ça le problème du système, ça devrait bénéficier à tout le monde. Oui, et comme vous le dites, il bénéficie souvent aux gens qui sont là-haut, mais pas jamais au peuple d'en bas. Aujourd'hui, quand vous regardez ce système, quand vous faites un constat sur tout cela, vous vous battez pour aider, vous vous dites quoi dans votre tête? Vous vous dites j'ai été touché par la grâce, j'ai eu une révélation, je vais faire avancer les choses. Vous avez la sensation que votre action, elle va pouvoir faire prendre conscience de ce système, parce que les médias n'en parlent que très peu de tout cela. Donc est-ce que vous avez une mission? Au départ, les gens doivent comprendre que être lanceur d'alerte, et lanceur d'alerte, ça n'existait pas aux États-Unis. Beaucoup de gens qui se disaient que je faisais ça pour faire de l'argent, par exemple. Donc la deuxième chose, c'est que j'ai fait ça parce que c'était la bonne chose à faire. Et quand j'ai vu ces documents cachés en tant que directeur de la banque, je me suis senti obligé, pas pour moi, mais pour mes collègues, les clients et les actionnaires, de reporter en haut de la hiérarchie ce que j'ai fait. Ils l'ont recouvert, ils l'ont enterré, et donc c'est jamais allé au plateau des directeurs. C'est important cette histoire, parce que j'ai essayé de faire la bonne chose, j'ai quitté mon boulot, j'ai détruit ma carrière, j'ai pris des risques, et maintenant tout le monde regarde en arrière et dit « Pourquoi est-ce que ça a pris aussi longtemps pour qu'il n'y ait qu'une personne qui finisse par exposer un aussi gros dossier ?» Ça a pris longtemps, mais là, quand on a la 4e de couverture, il y a le Washington Post qui dit « Cet homme a brisé le secret bancaire, ce lanceur d'alerte aurait dû avoir sa statue à Wall Street, à la place, on l'envoie en prison. » Est-ce qu'à cette période, dans le bouquin, ça commence super bien, on vous voit arriver, c'est votre frère qui vous emmène à la prison, qui est plus comme vous le dites vous-même, c'est un camp, plus qu'une prison comme on l'imagine, c'est plus un campus. Vous êtes un ancien militaire, vous vous accommodé assez facilement de ce système, mais vous faites une conférence de presse devant. Est-ce que la presse américaine, à l'instant précis, elle vous défend? Les journalistes m'ont bien traité. Julian et moi, on a décidé de faire une conférence de presse pour dénoncer l'injustice. Tout le monde dans le monde a vu l'injustice à cette époque. C'est encore plus clair aujourd'hui. À cette époque-là, on a fait un exemple. Donc, ils m'ont mis en confinement solitaire pendant le week-end d'avoir dit ce que j'ai dit, mais au final, ils pouvaient pas me combattre parce que je ne faisais que combattre en retour. Je suis resté fort. Et ce message, c'est un message qui doit aller à tous les gens qui se battent aujourd'hui, que ce soit avec leur patron, avec leur épouse, avec leurs enfants, avec leurs employés. C'est pas grave, il faut se battre, il faut rester debout et croire en vos convictions. C'est pour ça que j'ai fait cette conférence de presse. Vous dites également, quand vous êtes sur le point de lâcher cette affaire, si j'appelle mon frère Doug, il va me dire « rentre » et lâche tout, rentre, reviens, et vous restez. Pourquoi? Vous auriez pu dire oh, « Ok, je démissionne, j'ai pris beaucoup d'argent et je m'en vais ». Qu'est-ce qui vous a poussé finalement à mettre tout en l'air? Parce que vous saviez que de toute façon, ça mettrait un coup d'arrêt peut-être à votre carrière. Je savais au fond que c'était ce qu'il fallait faire. En tant que jeune cadre qui faisait beaucoup d'argent dans un pays étranger, j'ai vu ce qui se passait. Il n'y a pas de secret. Le procès commence pour UBS aujourd'hui à Paris, c'est la même histoire, un chapitre différent seulement. Le problème, c'est que si on ne fait pas quelque chose, vous êtes complice. Donc le silence, c'est de la complicité. Moi, je n'accepte pas ça. Donc, mon histoire, le fait qu'elle soit si historique, ça raconte une autre histoire pour d'autres gens. Et ça va les motiver, eux, à parler. Dans votre vie, il y a c'est romanesque, c'est un film, c'est les belles voitures, d'ailleurs que vous payez pas, puisque ce sont vos clients qui les payent et qui vous les donnent à faire rouler. Parce que vous dites d'ailleurs très justement, une Ferrari ne doit pas rester dans un garage, donc vous allez un peu partout. C'est un appartement somptueux, c'est
des filles magnifiques. C'est une vie de rêve. C'est-à-dire qu'on voit sur le papier, c'est une vie à la James Bond. Et quand vous êtes dans votre camp, que la porte s'est refermée, vous êtes dit quoi par rapport à tout cela? Que la vie est pleine de surprises. Quand je suis parti en Suisse, je me suis fait virer de mon boulot à Boston parce que je faisais les bonnes choses. Donc je me suis toujours dit qu'on aurait des hauts et des bas dans la vie. Et les bas, c'est très bon parce qu'on peut seulement aller à un certain point de bas et après on peut remonter. J'ai eu un challenge de la part du système qui était corrompu. Je me suis dit qu'en me battant, en continuant de faire des interviews, en aidant les co-détenus, ça me rendrait plus fort. Dans la vie, il y a la nature comparative. Si vous voyez la nature dans l'état sauvage, si on monte de la faiblesse, vous allez vous faire tuer dans la nature. Si vous montez de la force, vous arriverez à vous en sortir. On viendra pas vous chercher des noises. C'est pareil aux États-Unis. On va bientôt se séparer, Bradley. Vous... Aujourd'hui, vous défendez les lanceurs d'alerte. Est-ce qu'il faut un statut spécial? On dit qu'il y a un statut spécial pour les lanceurs d'alerte, mais en fait, ce statut, il est un peu... on voit que Stéphanie, par exemple, en chie des ronds de chapeau, donc c'est pas simple. Est-ce qu'il faut un vrai statut? Mais ça veut dire qu'il va falloir faire que même dans les sociétés, on change les clauses de confidentialité, etc. Ça va être compliqué quand même. Très bonne question. C'est une autre raison pour laquelle je suis ici en France et que je continue de venir pour aider. Les directives de l'Union européenne sur les lanceurs d'alerte ont beaucoup de défauts. Je l'ai dit souvent auparavant à Monsieur Jonker, je lui ai envoyé beaucoup de dossiers. Il faut aider les lanceurs d'alerte et mettre en examen les perpétrateurs de ces histoires. Il faut confisquer les moyens qu'ils ont de casser la doigt. Sur mon site, il y a un document qui détaille tout ça. C'est très important. On va le passer à la cour aujourd'hui. Les gens vont voir que c'est le lancement d'alerte. Il y a des gros problèmes en Europe. Il faut les aider. Je suis là pour changer ça et aider les lanceurs d'alerte à pouvoir faire ce qu'ils ont à faire. Merci Bradley d'être venu ici. Le banquier de Lucifer, voilà, c'est cet ouvrage que vous pouvez vous procurer. Ça se lit, mais alors c'est un thriller. Voilà, un vrai thriller. On attend le film. Il y a un film qui est prévu ou pas de votre bouquin? On parle à Canal+, TF1 et d'autres producteurs pour faire le film ici en Europe, parce que les gens en Europe comprennent vraiment ce problème dû à la proximité avec la Suisse. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse le mettre au cinéma pour que les gens voient cette histoire. Eh ben voilà, donc c'est un livre incroyable. Je vous dis, je l'ai parcouru pendant tout le week-end. J'ai pas pu m'arrêter. J'ai pas parlé à ma femme pendant les 2 jours. Donc voilà, j'étais avec Bradley. Mille merci en tout cas d'avoir été avec nous. Et puis ben voilà, c'est ça BTLV aussi, c'est l'occasion de mettre en lumière des lanceurs d'alerte comme Bradley Birkenfeld. Salut.